Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme la miniature l'indique, question-réponse, c'est-à-dire que je vais répondre aux questions qui ont été posées tout au long de la semaine concernant les techniques de dégauchissage et aussi en partie sur la sélection du bois ou plutôt sur les parties à éliminer sur le bois, comme j'en ai parlé, le cœur, etc. et essayer de relativiser justement sur ces pertes énormes, même si j'y reviendrai plus tard, on a des pertes de 30 à 35% quand on achète une boule de chêne ou une bille ou je ne sais pas comment est-ce que vous appelez en France. Voilà, donc l'ensemble des plots qui constituent la grume coupée en planches, en gros, d'accord? Alors, tout d'abord, on va parler de la dégauchisseuse et des questions qui ont été posées. Alors, plusieurs questions concernant le sens de travail du bois, donc le corroyage pour être plus précis, c'est-à-dire mettre toutes les faces d'équerre et parallèles, d'accord? Alors, première chose et première étape à faire, c'est toujours dégauchir la face la plus large, d'accord? Donc, on ne va pas dégauchir un champ et puis mettre à l'équerre comme ceci. Parce que si évidemment il y avait une trop grosse proportion de différence d'équerre sur la face plane, on perdrait beaucoup trop de matière. Donc on a toujours plus facile dégauchir une face, donc la plus large, et ensuite mettre un champ d'équerre. D'accord ? Ensuite, certaines personnes m'ont dit, moi j'ai appris qu'on essayait toujours de mettre le hors équerre, donc la partie qui ne touche pas le guide, comme ici, sur le dessus, plutôt que sur le dessous, d'accord, pour éviter de pousser en bas. Donc ça nous permet dans ce cas-ci de pousser uniquement sur le dessus pour se mettre contre le guide et puis faire notre dégauchissage. Alors moi je ne suis pas d'accord avec cette technique pour une simple et unique raison, c'est que si mon bois fait banane dans ce sens-ci, ma banane est sur la table et donc je ne vais pas dégauchir correctement mon bois, d'accord? Donc c'est en fonction du champ que l'on souhaite mettre d'équerre par rapport à, admettons, j'ai de l'aubier ici sur 2 cm et je sais que c'est cette partie-là que je vais vouloir éliminer, d'office, c'est ce champ-ci que je vais mettre à l'équerre. Peu importe s'il touche au-dessus ou s'il touche en dessous. Ce qu'il faut juste changer, c'est soit pousser avec les mains sur le bas, soit pousser sur le dessus. D'accord? Alors, le maintien de la pièce de bois, donc comme je vous l'ai expliqué, je vous ai montré, on maintient toujours la pièce de bois vers le bas et on se tient à plat et on met le pouce, d'accord? Et on pousse vers le bas en maintenant bien la pièce. Si la pièce recule, automatiquement notre main va repasser sur le pont de sécurité. Alors, j'ai vu pas plus tard que ce matin, donc c'est des gens qui m'envoient des bribes de vidéos, d'accord, je ne citerai pas, mais enfin voilà, certains vont comprendre, où on vous dit de tenir le bois comme ça. Mais jamais de la vie. On ne tient pas un morceau de bois avec le bout des doigts, parce que déjà il y a une pression beaucoup trop importante exercée, et même si le bois part, si vous avez le malheur d'être ici, votre main va partir avec. Donc il faut exercer une pression suffisante pour maintenir son bois contre le guide, et mettre le pouce sur le dessus. Si le bois part, votre main va repartir à l'épaisseur du bois et donc sur votre pontet. Si vous êtes comme ceci, votre main, non seulement votre bois va partir, mais elle risque de redescendre et donc aller vers les couteaux. Donc on se tient toujours comme ceci à plat et toujours comme ceci vers l'avant. Donc quand on dégauchit une pièce de bois, on la dégauchit vers l'avant avec les pouces, avec les bouts de doigts, pardon, donc les phalanges vers l'avant, et on maintient la pièce de bois sur la table de sortie. On n'appuie pas trop fort parce que si la pièce est trop fine, vous risquez de l'aplatir et donc vous n'allez pas la dégauchir, vous allez juste la rendre lisse, d'accord? Ensuite, quand vous mettez le champ d'équerre, c'est les mains dans le sens de nouveau de l'avance de votre machine et le pouce au-dessus. Comme ceci. Si le bois part, comme je dis, il part, votre main, elle est en place et vous allez reculer, d'accord? Au pire, si elle recule, hop, vous allez plaquer votre main contre. Si vous êtes comme ceci, vous appuyez d'office avec votre pouce et vers le bois. Si le bois part, vous appuyez vers le bas. Et donc, si votre main part et recule, vous reculez et votre main part dans le rouleau. Alors, pour être tout à fait honnête,
ça m'attriste de devoir de nouveau parler ou critiquer, mais ce qui me fait peur, c'est que c'est des gens qui forment d'autres personnes. Et ça me gêne parce que je vois les accidents arriver dans les mois ou dans les années à venir sans que les gens ne le disent particulièrement. Comme je l'ai montré la dernière fois, la personne qui a carrément la paume de sa main qui était mangée par la dégauchisseuse, c'est parce que justement la position des mains soit est mal positionnée ou le geste n'est pas correct. Donc pensez à ça et faites attention à ce que vous voyez et ce que vous entendez sincèrement. La menuiserie, c'est un métier, ce n'est pas un hobby. Quand je dis ce n'est pas un hobby, ça peut être un hobby, mais pour pouvoir former des gens à la menuiserie, il faut au minimum être menuisier soi-même et connaître tous les tenants et les aboutissants de ce métier. Et donc voilà, moi ça, je dois vous avouer que petit à petit, ça me pose vraiment problème et surtout que plus je creuse et plus je vois des absurdités et plus ça me fait mal parce que je me rends compte qu'on surfe sur un métier sans pour autant connaître la totalité de celui-ci. Et ça, oui, ça me gêne tout doucement. Donc, j'ai décidé, moi, de promotionner ma chaîne, finalement, et cette fameuse formation que je propose gratuitement. En tout cas, voilà, tout le contenu de ma chaîne sera toujours gratuit et je vais toujours essayer d'amener des informations de plus en plus pointues, comme j'ai pu le faire avec le dégauchissage de la bosse, même si certaines personnes sont venues mettre un commentaire en me demandant si j'étais menuisier, mais peut-être se poser la question si eux-mêmes le sont, parce que il ne faut pas confondre banane et bosse, d'accord? Et donc, lorsque nous avons une bosse, comme ça a été le cas de la planche que je vous ai expliqué et que j'ai rabotée à l'envers, malheureusement, on essaie toujours de dégauchir cette première bosse. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui pose problème. Et le nœud va toujours avoir tendance à se rétracter. Donc, dans ce cas-là, on va raboter ou plutôt dégauchir la bosse en léger sifflet. Je vous invite à re-regarder la vidéo éventuellement. Donc j'ai récupéré un léger sifflet et puis seulement alors j'ai raboté la partie avec le creux pour revenir à fleur. Et le bois ne repartira pas vers la bosse mais aura tendance à recreuser. Et comme je n'ai pas repris dans le creux ou vraiment très peu, je sais que normalement ce bois-là ne devrait pas recreuser et la bosse ne se reformera pas. D'ailleurs, les bois étaient sur ma toupie, je pense que je les ai rangés là sur la dégauchisseuse. Les bois sont restés plans et quand je le retourne, il n'y a pas de bosse qui se recrée. D'accord? Donc, quand j'aurai fini les portes de toute façon, je vous montrerai cette fameuse porte avec ce fameux montant et si j'ai la chance de pouvoir filmer la pose, je le ferai. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie positionnement des mains et raboteuse. Ensuite, il y a les étapes. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, ah oui, comment est-ce que tu fais? Tu mets d'abord donc une face plane, un champ d'équerre, et puis après tu rabotes, etc. Alors, moi je mets une face large, plane, dégauchis, un champ à l'équerre. Ensuite, je passe à la scie à format, je refends, et alors, fonction justement de l'état de surface de ma coupe, et ça, c'est à vous de savoir si votre lame est bien affûtée ou pas. Quand mes lames sont bien affûtées, sincèrement, j'ai pas besoin de repasser à la raboteuse, comme ça a été le cas pour mes montants de porte et que vous avez vu. Par contre, quand je sais que ma lame commence à être un peu fatiguée, dans ce cas-là, je coupe à 2 mm de plus que la largeur souhaitée finie et je la passe à la raboteuse. Alors, moi, je rabote d'abord à plat, donc je vais d'abord raboter la face la plus large, d'accord ? À épaisseur et ensuite je vais faire le champ. Je sais que beaucoup de gens font l'inverse parce que à l'école c'est ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire que à l'école on va nous apprendre de d'abord raboter en hauteur et puis seulement raboter à épaisseur. Moi j'ai toujours préféré raboter à épaisseur et ensuite refendre et puis finir sur mon champ uniquement quand mes planches ne sont pas en dessous de 10 mm. Pourquoi est-ce qu'on privilégie toujours de d'abord raboter sur champ plutôt qu'à plat? C'est parce qu'il y a un risque de bascule de votre pièce quand vous rentrez dans la raboteuse. Moi, cette pièce-ci, je peux la rentrer dans ma raboteuse comme ça. Avant qu'elle ne bascule, il faut déjà quand même pas mal de choses. Donc moi, je préfère, comme je le dis, d'abord une face, un champ d'équerre, raboter à épaisseur, refendre et puis si je dois refaire une passe à la raboteuse, je le fais. Mais ce, uniquement au-delà de 10 mm.
Tout ce qui est en dessous de 10 mm, là par contre, je fais la méthode traditionnelle. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais comme ça? Tout simplement parce que la majorité des cas, je suis au-delà de ces 10 mm et donc ça me permet de garder la même méthode en permanence. D'accord? Tout simplement. Voilà. Après, chacun fait comme il le souhaite et comme il a envie. D'autres personnes m'ont fait remarquer qu'ils avaient un décalage entre leur chariot de dégauchisseuse et entre le chariot de panauteuse et la table de la panauteuse, d'accord? Il y a toujours un léger décalage de 0,10, d'un dixième de millimètre, on va dire, pour justement permettre au panneau, quand on coupe des grands panneaux, de ne pas accrocher sur la table qui reste fixe, d'accord? Alors, ce léger décalage, honnêtement, il n'occasionne absolument rien en termes de haut équerre. Si maintenant vous avez un décalage un peu trop important, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est refendre ou déligner avec 1 à 2 mm de plus que la cote finie et puis vous repassez de fait votre champ à la raboteuse. D'accord? Donc ça, c'était pour les étapes un petit peu dégauchissage et corroyage. J'espère que je n'ai rien oublié. Face champ jusqu'à 10 mm selon l'état de surface. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors maintenant, on va passer à la sélection du bois et pourquoi est-ce qu'il faut retirer le cœur, comment, et les fissures, etc. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant on va parler de perte de bois, en tout cas par rapport au cœur, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la sélection du bois, sur les différents défauts, les pertes, donc il faut essayer de regarder cette vidéo aussi pour comprendre les différents défauts à éliminer et à évaluer en fonction de ce qu'on voit, mais je voulais revenir sur cette histoire de cœur. Pour vous donner une idée, voilà donc un plateau de chêne qui fait une largeur d'environ 55 cm utilisable, d'accord? Donc d'intérieur au biais à intérieur au biais, je ne compte pas l'aubier. Et vous pouvez remarquer que nous avons le cœur ici au centre, donc je l'ai disposé ici sur la partie supérieure du plateau, qui finalement n'est que la partie qui va être éliminée. Ça veut dire que ici à droite et à gauche de ce plateau, tout est utilisable. C'est un plateau un peu particulier puisque de nouveau on a un nœud ici sur la partie droite qui va devoir disparaître, etc. Mais toutes ces zones-là doivent être sélectionnées et éliminées, ce qui veut dire que toute la partie avant le nœud, là-bas en l'occurrence, et après le nœud est utilisable. Voilà par exemple un exemple bien concret d'un cœur qui a été découpé. Donc on voit bien qu'il y a une fissure qui part d'ici sur l'arrière, légèrement de biais, et qui s'arrête ici, d'accord? Ce qui veut dire que toute cette partie-là est utilisable. Donc moi, j'ai refendu évidemment le cœur, j'ai éliminé les parties dont je n'avais pas besoin par rapport au projet actuel, mais ça, évidemment, je le range dans les chutes et je vais pouvoir réutiliser cette partie ici pour, je ne sais pas, une traverse de porte de cuisine ou pour un montant de je ne sais quoi, peu importe le projet qui risque de tomber, mais tout ça, j'en ai pour faire d'autres projets. Pour vous donner une idée, voici des carrelets que j'ai sortis de chute pour faire les croisillons des portes dont vous avez déjà vu une partie hier ou avant-hier sur les assemblages avec les tenons avec renfort d'épaulement, d'accord? Là, pareil, on m'a posé des questions, comment est-ce qu'on les fait, etc. Et évidemment, je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancement du projet, comme je le fais depuis maintenant quelques semaines. Donc, je montrerai comment, pourquoi, les proportions éventuellement. De nouveau, n'hésitez pas à poser les questions sur les assemblages ou sur les questions que vous vous posez sur les techniques, etc. Et je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que, comme je l'expliquais en début de vidéo, je vais essayer de promotionner ma chaîne, en tout cas la promotionner en termes de formation gratuite sur cette chaîne YouTube. Si vous appréciez le contenu que j'essaie de vous offrir et que j'essaie de transmettre, n'hésitez pas à partager la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir d'essayer de diffuser au maximum les informations qui concernent mon métier parce que comme je le dis, j'ai le sentiment qu'on essaye de déformer une certaine partie de ce métier parce que soit on a de la notoriété ou parce que on pense connaître le métier parce qu'on a su faire des choses. Alors attention, je ne retire en rien la qualité du travail des amateurs ou des gens qui travaillent le bois. Il y a des amateurs qui travaillent mieux
et beaucoup mieux même que certains professionnels. Je n'ai aucun problème avec ça. La seule vraie différence, c'est que former des gens à un métier et savoir travailler soi-même certaines choses sans pour autant respecter les règles de l'art. Par exemple, on peut très bien faire un superbe escalier, mais sans pour autant respecter les techniques et les sécurités et la méthodologie pour arriver au résultat. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est floué. C'est-à-dire que je pourrais vous expliquer comment on carrele un bâtiment sans pour autant respecter toutes les règles des carreleurs. J'aimerais voir comment les carreleurs réagiraient si demain, je lançais une formation carreleur uniquement parce que j'ai carrelé ma maison, la maison de mon frère, la maison de ma mère, etc. etc. D'accord? C'est là-dessus que je veux revenir et certains propos m'ont un peu choqué pour être tout à fait honnête. Et donc voilà, j'aimerais accentuer le fait et pousser le bouchon un peu plus loin en termes de formation. Et finalement, je compte sur vous si vous aimez ce côté formateur et aller au bout des choses en essayant de donner les techniques traditionnelles du métier de menuisier, eh bien, je serai ravi de continuer à vous partager ces méthodes et les techniques qui, je pense, en tout cas, sont en effet en train de se perdre peut-être petit à petit parce que, justement, elles sont récupérées par des personnes qui ne sont pas du tout du métier et qui essayent finalement de vous faire miroiter que ce sont les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. De nouveau, attention, c'est important pour moi de préciser, je n'ai pas dit que j'avais la méthode, d'accord? J'ai une méthode, mais en tout cas, moi je suis professionnel depuis 20 ans et je pense quand même que ma clientèle pourra témoigner de la qualité du travail que je fournis depuis 20 ans et ce, dans les traditions. Parce que comme je vous dis, ce matin, j'ai entendu des propos qui m'ont méchamment gêné concernant l'artisanat, alors que ces personnes ne sont même pas artisans eux-mêmes. Voilà, je sais que c'est un coup de gueule qui va encore faire jaser, mais c'est pas grave, c'était important pour moi. Je serais toujours choqué d'entendre que certaines personnes se permettent de critiquer l'artisanat ou de dire que les artisans d'aujourd'hui ne font plus du bon travail ou ne souhaitent plus faire du bon travail et que les amateurs aujourd'hui sont le faire-valoir du savoir-faire et savent mieux que les artisans eux-mêmes comment on arrive à perpétrer le savoir-faire. Et ça, je suis vraiment désolé de le dire, mais je ne laisserai jamais passer parce que je suis trop fier d'être artisan et je suis trop fier de partager ce métier et je pense que beaucoup d'artisans sont dans ma situation et doivent être choqués d'avoir lu et entendu certaines choses ici ces derniers jours. Voilà. Je ne veux pas casser l'ambiance, loin de là. Donc, je vous souhaite d'ici là donc, une bonne soirée et vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!